Sors de ta zone de confort. Vous l'avez entendu, tout le monde l'a entendu, cette phrase circule comme une évidence et elle vous est répétée par vos proches, vos managers, les coachs, vous les lisez partout en citations inspirantes sur les réseaux sociaux. Elle est devenue la réponse par défaut à presque toutes les formes de blocage et à tous les mots. Si tu n'oses pas, sors de ta zone de confort. Si tu stagnes, sors de ta zone de confort. Si tu souffres, sors de ta zone de confort, la solution est de l'autre côté de ta peur. Cette injonction part de l'intention de vous faire bouger, de vous pousser à essayer quelque chose de nouveau et de ne pas rester paralysé. Mais le fait de sa répétition mécanique, elle a perdu toute nuance clinique. Et surtout, elle véhicule un présupposé très problématique qui vient affirmer que si vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui, c'est un choix. Un choix confortable, un choix facile. Or, c'est très rarement le cas. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de The Unconscious Room, le podcast qui explore vos mécanismes inconscients. Alors, ce que l'on nomme zone de confort est pour beaucoup de personnes tout sauf confortable. C'est en réalité un périmètre de survie psychique, un espace au sein duquel la personne reste, non pas par paresse, mais par nécessité. Parce que le système nerveux a appris souvent très tôt que c'était la seule manière de tenir. Quand quelqu'un vient me consulter et qu'il décrit justement cette impression d'être coincé, de ne pas réussir à avancer malgré une volonté sincère, je ne vois pas quelqu'un qui manque de courage, je vois quelqu'un dont l'inconscient a verrouillé certaines portes. Et ces verrous n'ont pas été posés par hasard, ils répondent à une logique de protection. Et dans ces cas-là, la première question à se poser n'est pas comment sortir de là, mais d'abord pourquoi en suis-je arrivé là. Et cette nuance est extrêmement importante, car avant de vouloir changer, il est impératif d'identifier où certains blocages trouvent leur source, car sans cette compréhension, il est difficile de savoir comment et pourquoi cela doit être transformé. Et vous remarquerez que si vous prenez les choses dans ce sens, alors vous allez être obligé de ralentir, de suspendre l'injonction au mouvement. Car oui, nous vivons dans un monde qui peut se montrer très intolérant à l'inertie, à l'immobilité. Nous faisons partie d'une société qui valorise l'action, le dépassement de soi, la transformation visible. Et malheureusement, celui qui reste bloqué est perçu comme défaillant, pas assez motivé, pas assez résilient. Et cette lecture, en plus d'être fausse, est dangereuse, voire violente pour celui ou celle qui y fait face. Alors je vais vous donner un exemple concret, comme je le fais à chaque fois. Une femme est venue me voir, professionnellement compétente, plutôt bien entourée, mais elle vit depuis des années avec le sentiment d'être en décalage permanent avec ses amis. Elle ne se sent jamais vraiment intégrée, elle se trouve moins drôle, moins spontanée, elle se force à se rendre dans des endroits, à assister à des événements qu'elle n'aime pas particulièrement. Et là, il y a quelque chose de très intéressant, mais que vous avez peut-être déjà vécu, ou que vous vivez vous-même encore à l'heure actuelle, c'est qu'avant même de mettre le pied dehors, elle a déjà hâte d'être de retour chez elle. Et une fois rentrée, elle est complètement KO, avec l'impression, d'après son expression, d'avoir porté le monde sur ses épaules. Et pourtant, pour sortir de sa zone de confort, elle a tout essayé. Elle s'est forcée, elle a accepté des invitations qu'elle n'avait pas envie d'accepter. Elle a ri quand ce n'était pas drôle. Elle a eu des rapports sexuels auxquels elle n'avait pas consenti. Elle a bu un petit peu plus pour se décoincer. Elle a appliqué tous les conseils, et j'insiste sur les guillemets. Elle est sortie de sa zone de confort encore et encore. Et quel est le résultat aujourd'hui? Eh bien, elle ne sait plus qui elle est. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle ne trouve pas sa place et qu'elle en souffre terriblement, malgré tous les efforts qu'elle fournit pour se sentir acceptée par les autres. Et quand je lui demande ce qu'elle ressent, elle me répond: je suis vidée. Et vous savez pourquoi? Parce que tout cela ne faisait qu'amplifier sa croyance de départ, sa croyance selon laquelle elle était le problème. Et c'est ce qu'elle croyait en arrivant dans mon cabinet. Sauf que ce que cette femme décrivait sans le savoir n'était ni plus ni moins que le rôle qu'elle essayait d'incarner, une version d'elle-même qui n'était pas la sienne, une version plus extravertie, plus légère, plus sociable. Elle était convaincue que la seule solution était de devenir quelqu'un d'autre. Sauf qu'on ne peut pas passer une vie entière à s'inventer des personnalités sans en payer le prix, car l'inconscient finit toujours par manifester ce que le conscient refuse de voir. Et cela peut se traduire de différentes manières, comme par exemple des réactions ou des émotions amplifiées face à la répétition de certains schémas, de l'anxiété, de l'épuisement, l'apparition de symptômes physiques, et parfois, et c'est ce qui m'intéresse particulièrement, à travers les rêves. Et cette femme m'en a raconté un où elle entrait dans un genre de salle de bal. Tout le monde était déjà installé, il y avait des tables, des chaises, les gens discutaient. Elle était invitée, pourtant elle ne trouvait pas son nom sur le plan de table. Et lorsqu'elle se renseignait auprès de différentes personnes, eh bien on lui indiquait une table différente à laquelle elle devait s'asseoir. Sauf qu'à chaque fois, aucune place n'était libre. Elle passait son temps à chercher sans jamais trouver.
Et ce rêve n'est pas anodin. Comme je le dis, l'inconscient produit rarement des images au hasard. Il met en scène ce que l'on est incapable de voir soi-même ou ce que l'on n'est pas en mesure de formuler. Et ici, le message était clair comme de l'eau de roche, elle n'avait pas de place, pas à cette fête, pas dans ce groupe, pas dans cette version d'elle-même qu'elle essayait d'habiter. Et donc, de prime abord, il ne s'agissait pas de l'encourager à sortir de sa zone de confort, il s'agissait de l'inviter à comprendre d'où venait cette incapacité à trouver sa place et pourquoi pensait-elle la trouver auprès de gens qui exigeaient d'elle qu'elle se conforme pour la mériter. Et c'est là que le travail commence réellement. En séance, je ne cherche pas à résoudre le symptôme, je cherche à comprendre sa fonction. Si cette femme reste en retrait, si elle se sent en décalage permanent avec les autres, ce n'est pas parce qu'elle a un problème dans son caractère, c'est une réponse à quelque chose qui s'est joué bien avant. Et c'est d'ailleurs ce qui est ressorti progressivement à travers l'exploration de son histoire. La dynamique familiale dans laquelle elle a évolué a contribué à la mise en place de comportements sclérosants, voire destructeurs pour elle, à l'âge adulte. D'après son récit, et je vais employer ces termes exacts, sa mère était et est toujours extrêmement extravertie, lumineuse, au centre de l'attention, à l'aise partout. Le genre de personne dont on dit qu'elle met de l'ambiance. Et puis il y avait sa petite sœur, qui était le portrait craché de sa mère, qui avait adopté tous ces codes et qui était au centre de l'attention partout où la famille se trouvait. Alors que ma consultante, lorsqu'elle parle de son enfance, elle se définit comme une petite fille sans caractère, sans tempérament, plus observatrice, plus en retrait, pas malheureuse mais différente. Mais dans cette configuration, elle était systématiquement comparée à sa sœur. Indirectement, le message était clair. Fais davantage comme elle, sois plus comme nous, et tu seras des nôtres. Et quand elle n'y arrivait pas, le verdict tombait. Tu n'es qu'une rabat-joie, une fille sans vie, tu n'as pas d'humour, tu plombes toujours l'ambiance, faut apprendre à te détendre et à te décoincer. Cette femme n'a jamais reçu la permission d'être simplement elle-même. Elle n'a jamais eu la validation qu'elle pouvait être acceptée dans sa différence. Elle a appris très tôt que pour être aimée, il fallait correspondre à un modèle. Et quand on grandit avec cette croyance, on passe une partie de sa vie adulte à essayer de devenir ce modèle ou à se punir de ne pas y arriver. Et le problème, c'est que ce schéma ne se limitait pas à ses amis ou à sa famille. Il se rejouait partout, y compris, et peut-être surtout, dans sa vie amoureuse. Elle était très active sur les sites de rencontres et dès qu'un homme lui plaisait et qu'il exprimait ce qu'il recherchait chez une femme, son premier réflexe n'était pas de vérifier si cela pouvait lui convenir à elle. Pas du tout. Au lieu de ça, elle se demandait ce qu'elle pourrait faire pour matcher aux attentes de cet homme, alors même qu'il ne lui avait rien demandé. Elle ajustait son personnage, elle cochait les cases pour être choisie, pour être aimée, quitte à adopter des comportements à risque, à accepter des pratiques sexuelles violentes hors normes, comme certains les appelleraient, ou encore à mentir sur l'intérêt qu'elle portait à certains loisirs ou activités, et allant même jusqu'à mettre en sommeil certaines de ses croyances religieuses. Ce que je voyais chez elle, c'était de la suradaptation. Elle ajustait en permanence qui elle était ou qui elle prétendait être pour correspondre aux attentes. Et souvent, elle les anticipait avant même que l'autre les formule. Et à quel prix? Au prix d'une déconnexion totale avec ce qu'elle voulait vraiment. Et voilà ce que l'injonction «sors de ta zone de confort» ne prend jamais en compte. Elle suppose que la personne sait qui elle est. Elle suppose que le problème est simplement un manque d'audace ou de motivation. Mais pour beaucoup de gens, le problème est bien plus profond. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils n'ont jamais eu l'espace psychique pour le découvrir. Et cette femme n'était pas dans sa zone de confort. Elle n'en avait jamais eu. Elle passait son temps à porter des masques, à reconfigurer, à ajuster sa façade selon le contexte, à habiter non pas son propre espace, mais celui qu'elle croyait devoir occuper. Donc quand on lui disait sors de ta zone de confort, l'injonction n'avait aucun sens pour elle. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet. Avant de parler à quelqu'un de sortir de sa zone de confort ou de quoi que ce soit, il faudrait déjà qu'elle ait un lieu à elle, une base, une structure stable. Et c'est là qu'intervient le travail thérapeutique. Il ne sert pas à obliger quelqu'un à aller où il n'a pas la possibilité de survivre, mais de l'aider à trouver où est sa vraie zone de confort. Celle qui lui appartient, celle qui n'est pas construite sur les attentes des autres ou sur ce qu'on imagine des attentes des autres. Et ce que je propose dans mon travail, c'est précisément cet espace. Un cadre suffisamment structuré et sécurisé pour que la personne puisse enfin observer sans injonction, sans la pression de devoir changer pour correspondre à quoi que ce soit. Et je le dis aujourd'hui, gros coup de gueule avec tout ce que je vois sur les réseaux sociaux notamment et dans ma pratique également,
Le travail d'un professionnel ne devrait jamais être de pousser quelqu'un vers un objectif qu'il définirait à votre place, car cela équivaudrait à reproduire exactement la violence que vous avez peut-être déjà vécue. L'accompagnement vise à dénouer, à identifier ce qui est verrouillé, de comprendre pourquoi certaines portes restent fermées malgré tous les efforts conscients, et progressivement de restaurer une véritable autonomie dans la prise de décision. En hypnose, par exemple, vous accédez à des représentations internes que le conscient seul ne perçoit pas. Et dans le cas de cette femme, quand on a exploré sa structure intérieure, ce qui est apparu, c'est une instabilité permanente, rien de fixe, tout changeait en fonction du contexte. Et ce flou reflétait exactement sa vie consciente, une identité qui se transformait en permanence selon ce qu'elle croyait qu'on attendait d'elle. Le travail consistait donc à stabiliser cette structure, à lui permettre de se percevoir indépendamment du regard extérieur. Pour elle, le travail s'est étalé sur plusieurs séances. Ça n'a pas été spectaculaire dans les changements de comportement, mais les prises de conscience ont été rapides. Et je l'ai donc accompagnée sur le que mettre en place maintenant qu'elle avait compris tout ça. Alors elle a commencé à observer ses propres réactions, sans les juger immédiatement. Elle a commencé à faire des liens entre ce qu'elle ressentait dans certaines situations et ce qu'elle avait ressenti enfant face à sa mère et à sa sœur, et puis dans d'autres situations aussi. Et petit à petit, quelque chose s'est produit. La transformation n'a pas ressemblé à ce qu'elle imaginait au départ. Elle n'est pas devenue extravertie, elle n'est pas devenue la plus fun du groupe, elle n'a pas soudainement adoré les grandes soirées. Ce qui a changé, c'est qu'elle a cessé d'en souffrir. Elle a compris que sa façon de voir le monde n'avait pas à être remise en question pour appartenir à un groupe, qu'elle n'avait pas besoin de se forcer pour mériter sa place. Elle a aussi posé des mots auprès de sa mère, auprès de sa sœur qui l'a critiquée beaucoup sur sa manière d'être. Ça n'a pas arrangé la relation, ça a créé une distance qu'elle assume aujourd'hui et qu'elle ne redoute plus. Et c'est un point important. Le but de la thérapie n'est pas de réparer toutes les relations. Ce n'est pas de rendre tout le monde heureux. C'est de trouver ce qui est juste pour soi. Et parfois, ce qui est juste implique des séparations, des limites, des ruptures. Elle a commencé à se choisir, à dire non à certaines invitations sans culpabilité, à être présente différemment quand elle disait oui. Elle s'est éloignée des personnes qui ne l'acceptaient pas telle qu'elle était ou qui lui imposaient des comportements parfois violents. Elle a filtré les relations et celles qui sont restées se sont approfondies parce qu'elle était enfin elle-même. Ce que je veux que vous entendiez, c'est qu'en soi, le mouvement est une bonne chose, mais pas s'il est forcé, pas s'il répond à une injonction extérieure, pas s'il provient de la peur de ne pas être assez, ni même s'il vous épuise et vous fait basculer du côté obscur de la force. Le vrai mouvement, c'est celui qui transforme durablement et qui vient de l'intérieur. Et il ne peut venir de l'intérieur que si vous avez d'abord pris le temps de comprendre ce qui s'y passe. Alors pourquoi restez-vous là où vous en êtes? Qu'est-ce que votre inconscient protège? Qu'est-ce qu'il essaie de vous montrer à travers vos blocages, vos répétitions, vos rêves? Ce sont des questions qui ne se règlent pas avec un slogan du type «Sors de ta zone de confort». Elles demandent du temps, elles demandent un cadre, elles demandent un travail, elles demandent souvent d'être accompagnées par des professionnels compétents. Car une fois que vous commencez à y répondre à ces questions, il est indéniable que les choses vont changer. Vous n'avez plus besoin qu'on vous dise de sortir de votre zone de confort, l'envie de le faire vient d'elle-même. Quand vous avez réellement pris possession de votre espace, quand vous savez ce que vous aimez, ce que vous ne voulez plus, ce que vous êtes capable de faire et où sont vos limites, vous n'êtes plus dans la survie. Vous êtes ancré et surtout conscient de vos choix et réactions. Et c'est depuis cette stabilité-là que l'exploration devient possible. Pas parce qu'on vous y a poussé, pas parce qu'il fallait le faire, mais parce que vous avez suffisamment fait le tour de ce que vous connaissez pour avoir envie d'aller voir ce qu'il y a au-delà. Si vous vous reconnaissez dans ce que vous venez d'entendre, sachez qu'il n'y a pas de fatalité, ces schémas peuvent se travailler et pour cela, vous pouvez juste me contacter via le lien en description. Je vous remercie pour votre écoute. À la semaine prochaine et faites attention à ce que vous écoutez sur les réseaux sociaux car tous les conseils ne sont pas toujours bons à prendre. À bientôt.